temps de l'URSS, il reste ces chansons que des générations ont fredonnées, souvenirs glorieux d'un immense pays de 16 républiques et 290 millions d'habitants. Aujourd'hui, la Russie en a la moitié, mais elle reste le plus grand pays du monde et la rhétorique du pouvoir de Vladimir Poutine est plus que jamais celle d'un État fort, prêt à reconstituer une union autour de lui. La fin de l'URSS, moi je pense que ça a été une tragédie pour notre pays. Moi j'ai vécu longtemps en URSS. C'était un État fort, grand. Et le fait qu'on l'ait perdu, c'était une faute. Mais je pense qu'on pourra le restaurer. Il nous faut encore 10 ans environ. Si personne ne nous empêche, on va retrouver tout ça. Sur la place rouge, les touristes venus de toute la Russie assistent aux préparatifs du défilé du 9 mai, le jour de la victoire de 1945, la fête la plus importante pour les Russes. Nos grands-parents ont fait la guerre. Et nous, s'il le faut, on est aussi prêts. Il faut qu'ils le sachent. Un discours pour un ennemi sans nom, alimenté par une mobilisation de l'opinion autour du concept de la patrie menacée. À 60 km à l'ouest de Moscou, sur 26 hectares, le ministère de la Défense a aménagé le nouveau parc Patriote. On y joue à la guerre, on pose devant les derniers équipements et l'on se recueille dans l'immense cathédrale de couleur vert kaki devant les fresques qui retracent les grandes heures de l'armée rouge jusqu'à ses dernières années en Afghanistan, en Géorgie et en Syrie. Il y a déjà eu 1,5 million de visiteurs. Pour comprendre l'importance de la Deuxième Guerre mondiale dans l'esprit des Russes, il faut rappeler que l'URSS a perdu 26 millions de citoyens dans des carnages comme celui de Vyazma, sur la route de l'opération Barbarossa en 1941, quand le Troisième Reich a attaqué l'URSS. Entre le rez-de-chaussée et le premier étage, vous voyez l'impact dans le mur? C'est le tir d'un tank lors des combats d'octobre 1941. Les pertes estimées de l'armée rouge en 12 jours sont entre 800 et 860 000 personnes, tuées, blessées, disparues et prisonniers. Juste pour comparer, les pertes totales des États-Unis et de la Grande-Bretagne pendant toute la Deuxième Guerre mondiale sont moins importantes que les pertes de l'armée rouge en 12 jours ici à Vyazma. C'était une catastrophe militaire, mais c'était en fait une victoire morale de l'armée rouge. La mémoire est entretenue avec des milliers de monuments qui parsèment le territoire. On y enterre encore aujourd'hui des soldats dont on retrouve les squelettes 80 ans plus tard. L'émotion des Russes n'est pas feinte, soutenue par le discours officiel qui explique que l'Occident cherche à relativiser le rôle de l'URSS dans la victoire finale. Pourquoi on cherche à nous humilier, à réécrire l'histoire, à relativiser notre victoire? Il ne faut pas faire ça. Nos ancêtres ne nous le pardonneront jamais. Ils reposent ici dans cette terre. Ça fait mal. J'ai mon oncle qui est enterré ici. Il a disparu quelque part. Il était dans un régiment de partisans, ici, dans ces forêts. Et qu'il repose en paix. Un jeune homme de 23 ans, Sobalev Nikolai Ivanovitch. Entrez. Bonne fête. Merci, bonne fête à vous. Entrez, je vous en prie. Ce matin, 9 mai, jour de la victoire, Ivan Sokolov, 100 ans, se prépare à sortir. Donne-moi mes bottes. Bonne fête. C'est une grande fête. Le jour de la victoire. Le jour de la victoire, on a même une chanson qui s'appelle « Le jour de la victoire ». La Russie est aux petits soins pour les derniers vétérans, d'autant qu'Ivan a fait toute la guerre de 41 à 45. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le jour de la victoire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vous êtes content?
Vous êtes heureux qu'on ait chassé les fascistes allemands, que vous êtes en vie, que les bottes allemandes ne piétinent pas notre terre, que vous avez vu naître vos enfants et petits-enfants? Allez, parlez. Pour moi, bien sûr, le jour de la victoire dans ma vie, c'est, je crois, le jour le plus important de ma vie. Aujourd'hui, on se souvient de l'Union soviétique. Et si vous allez poser la question à nos citoyens aujourd'hui, ils vous diront qu'on a besoin de l'Union soviétique. Il faisait froid en ce 9 mai. Bien emmitouflé, Ivan Sokolov est amené jusqu'au 4x4 de l'armée russe, sous l'œil de Staline. À 10 heures précises, le Kremlin à Moscou donne le signal. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! À 250 km de là, à Vyazma, on défile sur la place encore appelée place soviétique. On a payé très cher pour vivre ce jour-là. À la tribune de Moscou, Vladimir Poutine lance un avertissement aux ennemis de la Russie. Lui aussi ne nomme personne, mais il mobilise son peuple. La Russie respecte toujours le droit international, tout en défendant avec fermeté nos intérêts nationaux et la sécurité de notre peuple. Les vaillantes forces armées de la Russie, héritières des soldats de la victoire, sont là pour garantir cet objectif. À Vyazma, le 4x4 soviétique qui devait faire la parade avec le vétéran Ivan n'a pas bougé. Tombé en panne au mauvais moment. Dans les villages autour de Vyazma, les habitants ont toujours vécu sur des cadavres. Vous voyez l'école ici? Il y a quelques années, quand les enfants jouaient au football dans les bois là derrière, ils trouvaient des crânes. Et c'était normal pour eux. Andrei est chirurgien à Moscou. Il passe tous ses week-ends du printemps et de l'automne à sonder la terre avec son copain Ilya, restaurateur d'icônes, venu avec son fils âgé de 6 ans, Vassili. On a été élevés dans le mythe de cette guerre. C'est le conte le plus important qui a accompagné notre enfance. Les enfants ont grandi là-dedans. Et ici, tout d'un coup, tu réalises que c'est la réalité, que ce n'est pas de la fiction. C'est le socle, la base de l'univers de l'homme soviétique, cette guerre-là. Elle a créé ce monde. Tout démarre de cette guerre. À chaque pas, la terre résonne. Elle est pleine de métaux. Elle est farcie de métal. Un peu comme un gâteau qui est farci de raisin. C'est de l'aluminium. C'est typique des équipements allemands. Ils avaient été fabriqués en aluminium. Nous, c'était en fer, eux en aluminium. Parce que leur principe, c'était la blitzkrieg, la guerre éclair, la rapidité. Il fallait que l'équipement soit léger, pratique, pour que l'on puisse le porter et l'ouvrir vite. Regardez ce loquet. C'est la technologie allemande d'avant-guerre.
Un obus de 152 qui n'a pas explosé, avec un culot MD-34, c'est précieux. Viens ici, Ilya. Viens voir comment il est. J'ai le pressentiment qu'il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas le déterrer. Mais il est beau. C'est un GPS. Je vais indiquer l'endroit exact où il se trouve et transmettre cette info à la sécurité civile qui va envoyer des démineurs. Ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, même si de voir le petit Vassili posé avec une bombe donne des frissons. Ils vont la faire exploser? Oui, les démineurs vont la faire exploser. Ça peut exploser? Ça peut vraiment exploser? Oui, ça explose en des milliers de petits morceaux. Ilya et Andrei sont plus passionnés par l'histoire que par la récupération qui en est faite par le pouvoir. Aujourd'hui, le passé soviétique est totalement usurpé par le pouvoir. Le pouvoir spécule là-dessus. C'est une rhétorique fallacieuse, une vision étroite et fermée, tendancieuse, totalement incorrecte. C'est un horrible retour en arrière. On recule. On pensait que les monstres avaient été enterrés pour toujours, pour ne jamais réapparaître. Et là, on les voit ressurgir. Dans ce sens-là, la situation est très mauvaise. Et je n'ai rien de rassurant à vous dire pour vous réconforter. La guerre, personne n'a besoin de ça. Si ça devient trop agressif, irréfléchi, quand on voit apparaître des slogans sur la guerre comme « on est prêt à la recommencer », quand les gens répètent ça sans comprendre ce que cela signifie, ils ne se rendent pas compte. Eh bien, il faudrait les amener dans ces forêts et leur poser la question « Qu'est-ce que vous êtes prêt à recommencer ?» Но к ней готовы, ковать мы не дадим, на нас оковы. Смело мы в бой пойдем, за власть советов и как один умрем. Не хотите ли, ребята, в гости Сталина позвать, чтобы Сталину родному все богатства показать? Сталин любимый услышал эту песню в Кремлевском дворце. Хоп-хоп-хоп, ля-ля. Voilà, c'était ça la propagande à l'époque soviétique. Beaucoup de gens chantaient sincèrement et croyaient les paroles de ces chansons. Regardez par exemple Ilya, il y croit encore. Arrête, arrête, écoute-moi. D'abord, tu dois trouver un fusil et après, je vous laisse chanter vos chansons idiotes. Tu as raison. Allons chercher des grenades et des fusils. On fera une parade avec ça en chantant « Courage, camarades ». Et on finira directement à l'hôpital psychiatrique. Plus la Russie contemporaine glorifie la victoire de 1945 et de Staline, moins la responsabilité du dictateur soviétique dans le développement du goulag est mise en avant. À Moscou, Vladimir Poutine a certes inauguré ce monument aux victimes des répressions, mais ce n'est pas grand-chose comparé au culte de la victoire. Il y a aussi le musée du Goulag, un établissement public où 100 000 visiteurs par an viennent pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à partir des années 30, 20 millions de prisonniers, 4 millions de morts. Son directeur est un homme prudent dans la Russie d'aujourd'hui car il sait comme il est difficile d'ouvrir cette page du livre d'histoire soviétique.
Cette expérience douloureuse que l'on a eue au XXe siècle, ce traumatisme, la tragédie du goulag, ça fait toujours mal. C'est comme quand on retire la main du feu, comme un réflexe pour ne pas se brûler. Notre inconscient collectif nous pousse à esquiver cette partie de notre histoire. Mais l'équipe du musée du Goulag arrive aussi à protéger des sites historiques, comme celui de Kommunarka aux portes de Moscou. C'est ici que dans les années 30, une partie de l'élite du pays a été exécutée. L'inauguration du site est à peine relayée par quelques médias, signe que dans la Russie d'aujourd'hui, c'est un sujet annexe. On peut parler des victimes, mais c'est plutôt de la cause des répressions. Qui sont les responsables qu'il est plus difficile de parler. Excusez-moi, je dois entrer, prendre la parole. L'association Mémorial avait été créée autour du célèbre dissident Andrei Sakharov à la fin de l'URSS. Aujourd'hui, les autorités lui ont assigné le statut infamant d'agent étranger, mais elle continue avec courage. Mais 30 ans après ses débuts dans l'euphorie de la liberté retrouvée, Mémorial fait un constat amer. Comment aujourd'hui a-t-on pu revenir en arrière? Malheureusement, en dépit de tout notre travail collectif depuis 30 ans, on ne peut pas dire que la majorité des citoyens de notre pays est dans le même état d'esprit que nous. On entend souvent dire qu'il y a même une sorte de justification des crimes et des répressions. Certains le font ouvertement, ou d'autres font semblant de ne pas savoir. Pour comprendre l'ampleur des répressions de la période stalinienne, il faut prendre le train depuis Moscou, direction la Carélie, cette région frontalière de la Finlande. C'est dans ce paysage de forêts et de lacs que Staline avait décidé de relier le nord de l'URSS à la Baltique. Le canal de la mer Blanche, Belomor Canal, a été creusé entre 1931 et 1933. À la mairie de la petite ville de Povenets, comme souvent en Russie, il y a encore un musée. Et sa guide est intarissable sur le sujet. Elle s'appelle Vanda. Tout le monde me demande aujourd'hui qui a construit le canal. Oui, c'est vrai, ce sont les prisonniers qui l'ont construit, les prisonniers politiques, ceux qui n'aimaient pas le pouvoir soviétique. Ils étaient, comme on disait à l'époque, des ennemis du peuple. Mais il y avait aussi des voleurs et des bandits qui travaillaient au canal. C'était ça la réalité. Le premier grand chantier du Goulag a coûté la vie à plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais il n'y a jamais eu de chiffre officiel. Sur les photos du chantier, rien de mécanique, tout était creusé à la main dans des conditions effroyables. Mais pour Vanda, l'essentiel n'est pas là. C'est sa réussite à lui, parce que c'est lui qui a dit « ce canal, on en a besoin, comme l'eau et l'oxygène. Sans ce canal, on mourra. Si on ne le fait pas, on sera rejeté 50 à 100 ans en arrière, et ce sont les faibles qui se font toujours battre. » Staline était un homme brillant, il avait du talent, il aimait la Russie, même s'il était géorgien de naissance. Ce qui est certain, c'est que Vanda est très nostalgique de l'URSS. C'est bien dommage, oui, c'est bien dommage qu'il n'y ait plus notre grand pays, l'Union soviétique. Ça nous manque, ça me manque cette époque. On se parlait, on se rencontrait, on se reposait, on faisait des fêtes, on allait au défilé, on chantait des chansons. Et maintenant, c'est le silence. Il n'y a plus d'échange. Les gens se ferment. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens se referment. Dans la rue principale de Povenets, un modeste monument peu entretenu à la mémoire des morts du chantier du canal. On est loin du faste des monuments à la victoire de 1945. Quelques kilomètres plus loin, il y a pourtant un site qui était devenu ces dernières années un lieu de pèlerinage. À Sandermore, des milliers de prisonniers politiques y avaient été exécutés. Élu local, Vyacheslav avait aidé à mener les premières recherches dans les années 90. Ici, on voit un fossé. Il y a eu des fusillades ici. La terre s'est affaissée et au milieu, il y a un arbre.
Cet arbre est assez âgé. Cela veut dire qu'on l'a planté là, à dessein, pour masquer ce crime accompli ici même. Il y en a beaucoup. Et sous ces arbres, il y a des restes humains. Mais récemment, des historiens officiels ont cherché à relativiser les crimes de la terreur stalinienne en affirmant qu'il y avait ici des victimes d'autres conflits. L'objectif est en fait d'atténuer la responsabilité du NKVD, la police politique de Staline, l'ancêtre du KGB et du FSB aujourd'hui, pour laisser la place à un discours ultra-patriotique et glorieux. Viacheslav est proche de cette idéologie du pouvoir actuel. Moi qui travaille dans l'administration locale, je ne vois aucun obstacle aujourd'hui pour ceux qui travaillent sur ce sujet-là. Au contraire, on aide non seulement les ONG. Les gens parlent ouvertement. On peut s'adresser aux services de l'État pour avoir des informations. Mais depuis plus de 4 ans, Yuri Dmitriev, l'historien local à l'origine de la découverte du charnier en 1997, croupi en prison, accusé de détention d'images pédopornographiques. Pour ses amis et tous ceux qui ont pris sa défense en Russie comme à l'étranger, on est ici dans la pratique courante du compromat, compromettre un opposant en le piégeant. Je m'appelle Dimitri Zvibel, pianiste. Je vis à Petrozavodsk. Je voudrais parler de ce qui se passe autour de Sandermokh, parce que Yuri Dmitriev, c'est mon ami. Vous avez là la liste des victimes de Sandermokh. C'est le travail très scrupuleux de Yuri Dmitriev. Les lieux de leur exécution, l'identité, le parcours de tous ceux qui sont enterrés dans les fosses communes. Le pouvoir soviétique voulait que tous ces gens-là restent inconnus, et Yuri a réalisé un exploit. Il faut appeler les choses par leur nom. Et Dimitri Zvibel regrette que dans sa ville de Petrozavodsk, la capitale de la Carélie, on honore encore les héros de l'URSS. Lénine, Karl Marx, Engels, etc., etc. Ils sont tous là. Si on veut étudier le marxisme-léninisme, c'est à travers les rues de Petrozavodsk qu'on peut le faire. L'histoire nous a peu appris. Au début de la perestroïka, il aurait fallu juger, faire un procès qui aurait fait le point sur l'histoire de ces répressions. Il aurait fallu reconnaître que c'était un crime à l'époque, et il aurait fallu le dire honnêtement. Si on avait fait cela, dans ce cas, plusieurs questions ne ressurgiraient pas aujourd'hui. Pour que ce soit clair que le retour à ça est impossible. Mais comme ce n'est pas dit clairement, on s'est arrêté à mi-chemin. C'est pour cela que ça traîne toujours, qu'on n'arrive pas à trouver un consensus à l'intérieur du pays, alors que c'est le plus important pour la Russie. De la mémoire honteuse, celle du goulag, à la mémoire glorieuse, celle de la Grande Guerre patriotique, il y a aujourd'hui une mémoire silencieuse, celle de la fin de l'URSS il y a 30 ans. Oublier 1991, tel est l'objectif de Vladimir Poutine, pour mieux affirmer la force de la Russie, l'unité du peuple autour du concept de patrie et ainsi retrouver la puissance soviétique.